Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du format ELF. Dans cette vidéo, je vais présenter de manière assez précise tout le format ELF et après, on va coder relativement rapidement un petit parseur qui va juste parse le ELF header. Donc ça va être très simple, mais ce sera juste pour donner une petite dimension pratique. Cette vidéo, je vais la faire principalement comme base pour ma prochaine vidéo qui sera sur le manuel mapping d'un ELF en mémoire. Donc j'aurais pu commencer directement par le manuel mapping, mais le problème c'est que ça demande une base théorique assez importante, sinon c'est assez incompréhensible, du coup c'est pour ça que je split en deux vidéos. On se retrouve sur la page Wikipédia du format ELF, donc format ELF qui est le format d'exécutable pour Linux, donc Unix et dérivés, hein. Donc c'est un format qu'on retrouve relativement partout, avec le format PE qui est pour Windows. Il y a ce schéma qui est intéressant, qui se base sur l'analyse d'un ELF ARM. On voit directement qu'il y a trois grandes structures qu'on retrouve aussi sur la page Wikipédia. Le ELF header, le program header, et il nous montre pas les section header. Ce qui nous montre... je sais pas s'il le montre ici, je ne pense pas. Non, il le montre pas ici. Je vais expliquer pourquoi. Au niveau, très grossièrement, du coup, un ELF, il est split en trois parties. Le header, donc avec dedans le ELF header et la program header table, la PHT. Les sections, donc on peut appeler ça les sections, les segments, on verra la distinction plus tard. Et la section header table qui se met à la fin du binaire. Technical details for leaking, in order of execution, c'est-à-dire que ça va être les sections header table vont renseigner l'existence des sections, mais seulement à but indicatif pour le programmeur ou pour potentiellement... Ouais, enfin oui, seulement pour le programmeur. Parce qu'en fait, at runtime, quand le kernel va load en mémoire le LF, il va pas mapper en fait cette partie-là. Il va pas la mapper et en plus, il va pas en tenir compte lors de son... Enfin, quand il va la load en mémoire en fait. Donc toutes ces informations, elles sont inutiles pour le manual mapping qu'on fera plus tard. Donc dans la partie UDER, ça c'est hyper important. C'est sur ça que va se baser en fait le parsing de l'ELF. Il y a deux structures. La première structure que l'on retrouve dans le binaire, c'est le ELF header. Lui, il va avoir comme but de renseigner sur notamment le type du binaire. Donc là, on va dumper exad à un potentiel ELF header. On voit déjà les 4 premiers bytes. Donc le 7F, c'est le magic number de l'ELF, avec ELF en hexa. Donc c'est la signature constante. Et 0xF, c'est le premier byte du binaire pour renseigner que c'est un ELF. Donc c'est le concept du magic number. On voit pas mal d'autres fields, on peut le concepter sur la page, c'est plus détaillé. Donc ça, on a un premier tableau de 16 bytes. Qui lui, en fait, tient des informations sur le type du binaire. Donc s'il est limité de Big Endian, c'est du 32-64 bits. Il y a la partie identification que c'est un ELF. Donc ça c'est le e-ident. Qui continue avec le type de la plateforme sur laquelle il s'exécute. Donc nous ça va être du Linux. Ça c'est pas utilisé. Le type, alors ça c'est intéressant. Parce que ça c'est par exemple le etdin. Ça va vouloir signifier qu'il est load... comment dire, qu'il est payé base, mais ça on le verra plus tard. Mais donc grossièrement, ça renseigne pas mal d'informations sur le type du binaire, et pas sur l'emplacement ou pas d'un particulier segment ou d'une particulière section. Là on a le imagine qui va renseigner l'architecture. Et avec ça en fait, on a vraiment... Le ident, il donne clairement tout le type de notre ELF. Donc ça c'est le ident. On a après on a tout ça. Tout le reste de l'ELF header, ça va décrire en fait les différentes
structures qui vont contenir des headers pour certaines parties du binaire. Donc ça va être soit des headers, soit des section headers, soit des program headers. Et la différence, c'est simplement qu'un program header va être comment dire, une sorte de liste. Ah, liste, c'est dur d'utiliser ça quand même. La program header table, ça va regrouper tous les headers pour les segments, et la section header table, ça va regrouper tous les headers pour les sections. Alors, qu'est-ce qu'une section, qu'est-ce qu'un segment? En fait, la section, c'est la plus petite unité, disons, de données qu'on puisse retrouver dans un ELF. Elle n'est pas utile à runtime comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire que à runtime, on va plus avoir la notion de section, mais on va avoir la notion de segment. Donc là, je prends un petit schéma. Donc c'est celui-là. Toutes les sections. Donc par exemple là, on a la data qui est en protection read et seulement read. Et la .text qui est comme permission read et executable. Et ben elles vont être regroupées dans le même segment qui aura comme protection readable et executable. Comme ça, la .data, même si elle va se prendre une protection d'exécution en plus, elle sera pas writable. Et c'est pour ça que l'OS, il optimise en les mettant ensemble. Enfin, du coup, là, c'est même pas l'OS, c'est le compiler. Il optimise en les mettant ensemble. Et du coup, ça va juste devenir une seule memory area avec des protections qui lui sont associées. Donc là, on a les data segments avec la .bss et la .data qui sont deux sections différentes, mais qui vont être split en un même segment qui va être writable et readable. Et du coup, là, c'est le lien entre section et segment. Mais par exemple, si on n'a pas eu de .data et qu'il y avait une seule section qui était executable, dans ce cas, on aurait juste eu une section executable pour un segment executable. Le truc, c'est que c'est pas souvent le cas, simplement parce que on a au moins une .plt qui traîne, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la section, elle n'existe qu'à but indicatif. Du coup, en fait, pour le manual mapping, ce qui va principalement nous intéresser pour le parsing, c'est la program header table. La section header table, c'est intéressant seulement pour seulement but indicatif. Et en fait, ça l'est même pas intéressant à but indicatif parce que pour du reverse, étant donné que c'est pas utile à runtime, le gars qui dev son truc, pour faire de l'anti-reverse, il peut corrompre totalement cette table. Et le truc, c'est que il y a même certains tools d'analyse qui se basent sur la section header table, ce qui est hyper dangereux parce que, étant donné qu'elle n'est pas nécessaire à son exécution à runtime, elle peut parfaitement être corrompue. Du coup, pour l'analyse, c'est vraiment pas une bonne idée. Maintenant, le plus important, si j'ose dire, enfin, déjà, il faut finir de décrire les fields de l'ELF header. Le imagine, on l'a vu. Les versions, il est inutile. Le entry, alors ça, c'est hyper important. C'est l'entry point qui va déterminer l'adresse de la première instruction à être exécutée. Donc théoriquement c'est une adresse virtuelle, mais si le binaire est PIE based, c'est-à-dire que s'il n'a pas de base address défini, ça va simplement être l'offset dans le fichier de la première instruction à exécuter. Donc ça, faut le savoir. Le phoff, c'est l'offset de la program header table, simplement. Shoff, c'est l'offset de la section header table. Size, c'est la taille de l'executable header. Patient size, c'est la taille de la program header table. Session size, c'est la taille de la section header table. SHNIM, c'est le nombre de section header. Et PHNIM, c'est le nombre de program header, mais ça c'est normal. Et SHSTRNDX, c'est l'index enfin, du coup là c'est intéressant au niveau du concept de section. C'est l'adresse, c'est l'index de la section strtab. Donc qui est SHSTRtab, voilà. Qui va en fait donner le nom de toutes les sections. Donc ça, on verra comment la parse, comment l'extraire, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la notion de section, elle n'est intéressante que pour le SHSTRNDX. Mais enfin, après, le nom, il n'est pas important en soi pour l'exécution. Mais c'est quand même assez important pour être mis dans le LF header.
Du coup, là, enfin, la section SHSR tab, ça regroupe tous les noms, en fait, de toutes les sections. Et c'est un array de null byte terminated string, de ces strings. Du coup, bah, c'est relativement facile à extraire. Avec, euh, avec ça, on arrive à avoir le section header de la SHSTR tab. Donc, parce que ça, c'est l'index dans la section header table. Donc, et une fois qu'on a le header correspondant à la section, on a juste à chercher son offset dans le fichier et du coup c'est bon. Et du coup après on peut avoir accès réellement à l'offset dans le fichier de notre section avec notre array de null byte terminated string. Là maintenant on a un truc intéressant, c'est la program header table. Donc comme je l'ai dit, c'est plusieurs plusieurs program headers qui sont mis d'affilée et on appelle ça la program header table. Donc pour itérer à travers cette table, c'est relativement simple parce qu'on a le nom de program header et on a leur taille. Donc et on a en plus l'offset de program header table. Du coup, on a juste à prendre l'offset, à dire que c'est la base et à ajouter à chaque fois phn size fois i en fait. Et après on itère à travers ça. Et on boucle jusqu'à phnum. Donc enfin, voilà, là je donne une petite idée d'algorithme qui est relativement simple. Ah voilà. Donc là, au niveau de la program header table, on va baisser, on va partir ici. On a le type de segment qu'on a. Donc le pt nul, c'est dire le premier, il me semble. Donc il n'est pas utilisé. Le pt load c'est plus important parce qu'en fait ça va dire ce segment on doit le load en mémoire. Donc au niveau du menu looping ça va être hyper important. Le pt dynamique aussi parce qu'il va tenir le nom du linker dynamique qui est utilisé. Donc s'il y en a un qui est utilisé, si le binaire est linké dynamiquement. Donc le pt inter, des informations sur l'interpréteur. pt note, en fait tout ce qui n'est pas pt load, à part peut-être pt dynamique, c'est relativement inutile. Voilà, c'est tout. Ça, le pt note du coup, il est aussi inutile. Et eux, c'est quoi? Eux, c'est des trucs spéciaux que j'ai jamais vu, enfin que j'ai jamais rencontré. On a les flags pour le segment, donc les protections quoi en gros. L'offset dans le fichier du segment, son adresse virtuelle, son adresse physique, sa file size, sa memory size, encore des flags. Pourquoi est-ce que j'en ai deux, je ne sais pas. Et si et sur combien il est aligné. Donc 0,1 c'est pas d'alignement spécifique. Et sinon, par exemple, souvent c'est 0x1000, c'est la taille d'une page. Du coup là on est plutôt bien, on a assez bien résumé ce qu'il y avait. La différence entre la file size et la memory size, c'est que des fois il y a un segment qui, par exemple, notamment je pense au dernier segment writable, qui souvent a une BSS. Et la BSS c'est une memoria qui est constituée de 0. Et le truc du coup c'est que ça n'a aucun intérêt de le mettre dans le fichier, parce que souvent c'est des gros buffers non initialisés. Du coup par exemple un buffer de 0x3000 bytes, et étant donné il est field de 0, ça sert à rien de le mettre dans le fichier. Mieux vaut dire qu'il est à la fin de notre segment writable, et que du coup la taille du segment writable, elle va être de x dans le fichier, et en mémoire, elle va être de x plus 3000. Et dans ce cas, on dit que le début de notre buffer, c'est à la fin du segment writable. Enfin, plutôt, c'est à partir du début de notre segment writable, plus la file size. Donc là, c'est le concept de BSS, il existe pour justement les buffers dans, comment dire, non initialisés ou initialisés à 0 plutôt. Du coup, ça c'est bon. Enfin, oui, en fait, du coup, ils sont initialisés parce qu'ils sont initialisés à 0. Et oui. Oui, en fait, j'ai pas vu, il y a aussi le section ender. Donc, le section ender, c'est à peu près la même chose que pour le programme header, à part que lui, il,
il va décrire une plus petite partie du binaire. Donc ça c'est intéressant parce que on a son, à partir du nom, on peut retrouver une section particulière et enfin du coup à partir d'une section particulière plutôt on peut retrouver le nom. Du coup là le premier c'est l'offset dans la section .shsrtab. C'est pour ça qu'en fait il était ici l'index pour en fait qu'on retrouve la section .shsrtab. Et à partir de section on a accès aux noms et quand on a les noms on peut utiliser ce filtre en fait. Donc là on a le type, voilà, il y en a beaucoup, ça sert à rien de les donner. Là on a les flags, alors c'est relativement classique, hein, writable, executable. Il y en a d'autres qui sont indicatifs seulement, donc c'est intéressant. Et après sinon c'est la même chose que pour Emitter, à peu près. Sa size, on voit qu'il n'y a pas de même size parce que ils ont pas pour but d'être utilisés pour être load en mémoire, pour le manual mapping. Donc voilà. Je pense qu'au niveau de la structure, c'est à peu près tout. Je mettrai le lien de ce schéma qui est assez intéressant. Donc un petit point sur le reste. Notre section, enfin le reste après notre programming table, on a le content en lui-même de l'ELF, c'est-à-dire par exemple en premier souvent il y a le code, donc toutes les sections writable qui sont executable, qui vont former le segment executable. Après on a la point data avec toutes les sections qui sont writable. Et ça va être réuni en un segment writable. Et après, on a le nom des sections. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il est en train de dire. Donc là, c'est de l'ARM. Et à la toute fin de notre binaire, on a notre section header table. Et par contre, au niveau du manual mapping, ça s'arrête ici, en fait. Tout le reste n'est pas pris en compte. Donc là, il nous dit à peu près, très grossièrement, comment est-ce qu'un manual mapping se passe. Mais du coup, c'est à peu près tout. On se retrouve maintenant dans VS Code. Donc là, il y a un truc intéressant, c'est... je prends /user /bin... Non, /include plutôt. Donc en fait, ça, c'est le fichier qui va... avec toutes les structures pour le format ELF. Donc quand on fait du C, quand on fait un parser en C, c'est hyper simple parce qu'on a juste à utiliser ces structures. Donc ça, c'est vraiment cool. Elles sont donc juste ici. C'est libelf, voilà, pour ceux qui veulent. Il y a tous les define, il y a toutes les structures, etc. Nous, ça va être intéressant parce qu'on va juste copier-coller les structures et faire notre parseur à côté. Donc, au début, on a tous les types pour les types. Après, on a le define de notre ELF32 header, parce que du coup, ça dépend c'est du 32 ou 64 bits. Donc là, pour du ELF64, on voit tous les fields avec leur type. On voit que le premier, c'est un array, enfin, rien de... c'est assez normal. Après, on a quoi d'autre comme... En vrai, ce qui est intéressant, c'est que là, on a toutes les structures. Donc là, on a notre programme header, 32-64 bits. On voit qu'il n'y a pas quand même pas grand chose, donc c'est plutôt simple à parse. Et après, on peut aussi regarder les section header. Donc c'est ELF64. C'est ELF64 SHDR. Donc là, c'est la structure pour des section header, donc rien de fou. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un parseur. Donc, si vous avez jamais fait de Rust, c'est pas très grave, j'ai fait un truc hyper simple. Du coup, j'ai juste voulu me dire, à partir d'un petit file name, on l'ouvre,
On a un array dynamique de 8, donc de bytes, qui est juste là, un vecteur de 8, et qui va tout simplement, dans lequel on va dump notre fichier, et à partir de ça, on va pouvoir parser l'executable header. Donc là, j'ai aussi fait une fonction pour clone, donc peut-être c'est forcément utile si on fait une lib, et aussi pour créer une nouvelle structure. Du coup, la petite rate pour pouvoir clone. J'ai défini la structure ici, du coup là. J'ai fait un petit type def pour les types qui sont utilisés. Donc il y a le lf-alf qui est un u16, le word qui est un u32, le ddr qui est un u32, pardon. À quel moment le lf à ddr c'est un u32? C'est quoi cette carabistouille? C'est pas du tout un u32. C'est un 64, bien sûr 64. Ouais, alors petite erreur que je découvre en live. Ouais, mon insert qui marchait pas très bien. Alors, c'est un U64, bien évidemment. Et tout ce qu'on fait en fait, c'est que dans le parse header, on va juste prendre un pointeur vers un array de 8 qui va en fait avoir comme... Enfin, du coup c'est un array, hein, c'est pas un array dynamique, c'est juste un array statique, qui va avoir comme taille la taille de ma structure. Et on va lui dire que le début, c'est justement le début de là où est mappé mon buffer. Et après, je fais un awk d'unsafe de transmute de ce qui est pointé du coup là-bas, en le castant en ma structure en fait. En ma structure LF64 header. Et ce que je peux simplement faire, c'est que du coup, je prends une wrap pour lui dire que pour récupérer la valeur de retour, et si ça return error, ça va panique, donc voilà. Et la structure que je return, je lui demande de print lentry, simplement. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un cargo run. On a pas mal de warnings au niveau de mes names qui sont pas... Voilà. Et il nous dit que l'entry point c'est 0x3370. Et quand on fait un read elf-h le /bin/id, hein, c'est ce que j'ai demandé d'analyser. Il nous dit bien que l'adresse de l'entry point c'est 0x3370. Donc c'est plutôt nice, c'est-à-dire que c'est plutôt simple. Ce que je pourrais faire dans un deuxième temps, c'est faire ça pour toutes les structures, hein, c'est pas très compliqué. Là, je pourrais simplement get mon executable header, récupérer le programme header, l'offset de la programme header table, itérer à travers cette table et utiliser tous mes programmes header table. Mais bon, c'est pas forcément hyper utile. Et ça prendrait du temps pour rien. L'important c'était de pouvoir pratiquer un peu par rapport à ce qu'on vient de voir. Du coup, je pense que j'ai plutôt couvert pas mal de choses. Du coup, là, voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo dans laquelle on fera du manual mapping d'un ELF en mémoire. Et du coup, salut!